Madame la Première ministre Elisabeth Borne, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, chers rescapés des camps et leurs familles, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, chère Anne Hidalgo, cher Christian Estrosi, Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les représentants du culte, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et fondations, Mesdames et Messieurs, et surtout, chers amis. Il y a 80 ans, jour pour jour, les troupes soviétiques entraient dans le complexe d'Auschwitz. Ils n'y trouvèrent que 7000 personnes, pour certaines mourantes, méconnaissables, squelettiques, le visage émacié, leurs yeux et leur corps épuisés exprimaient leur détresse infinie et l'horreur qu'ils avaient vécue. Les nazis avaient fui dans les jours précédents, emmenant sous les flocons et le vent froid de l'hiver 56 000 déportés dans les marches de la mort vers les camps de concentration situés à l'intérieur de l'Allemagne et de l'Autriche. Pour ceux qui parvinrent jusqu'au bout de cette terrible marche, cette épreuve ultime ne prendra fin que des mois plus tard, à la chute du Troisième Reich. Auschwitz dit toute la démesure de l'emprise d'extermination mise en œuvre par les nazis. Environ 760 000 juifs de toute nationalité furent exterminés, mais aussi 74 000 Polonais, 21 000 Tziganes, 15 000 prisonniers soviétiques, 10 à 15 000 prisonniers de guerre d'autres nationalités. À Auschwitz, les soviétiques ne trouvèrent que 7 000 rescapés, mais ils trouvèrent également des milliers de vêtements, d'effets personnels, de jouets d'enfants, de tonnes de cheveux stockés dans les baraquements et arrachés aux Juifs assassinés. Sans en percevoir le processus, ils y sentirent l'organisation industrielle de la mort qui planait encore. Tout traduisait le paroxysme de la barbarie. Il faudra donc jamais oublier ce que fut l'entreprise systématique d'extermination des Juifs. Il faut nous rappeler que la culture européenne n'a pas été un rempart suffisant et que l'intelligence et la technologie ont été immobilisées et utilisées pour accomplir un crime industriel, un génocide. La Shoah organisée par le régime nazi, issue d'une nation civilisée, représente le basculement de l'humanité dans ce qu'il y a de plus effroyable. La volonté d'exterminer un peuple entier n'est malheureusement pas propre aux nazis. Le génocide des Arméniens, dont nous commémorerons bientôt le 110e anniversaire, fut l'un des premiers. Celui des Tutsis perpétré si récemment en 1994 a rappelé que le monde moderne n'est toujours pas débarrassé des massacres de masse. Comme en témoignait Hannah Arendt en 1963 dans son essai Eichmann à Jérusalem, les nazis ont voulu décider qui doit et qui ne doit pas habiter notre planète, octroyant ainsi à la Shoah une place unique, sans égale dans l'histoire. Au lendemain de la guerre, les déportés pensaient et espéraient le plus jamais ça, croyant sans doute un peu naïvement que l'espèce humaine avait touché le fond après la Shoah et que les relations entre les hommes seraient radicalement différentes. 80 ans après la Shoah, qui aurait pu imaginer
que cette commémoration se réalise dans un tel contexte où un antisémitisme désinhibé connaît une hausse inédite depuis le 7 octobre, date des massacres perpétrés par les terroristes du Hamas en Israël. Les vents mauvais se sont levés partout dans le monde, jusqu'au cœur de nos démocraties. Des vents nourris par la radicalité des postures et la violence des propos qui empêchent tout débat et mettent en péril la démocratie elle-même. Des vents porteurs de mensonges et relayés par les opportunistes, des populistes, des clientélistes, prêts à tout pour arriver au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Un antisémitisme à un niveau jamais atteint s'attaque physiquement aux Juifs, flambe dans les manifestations de rue, dans les écoles et sur les réseaux sociaux. Qui aurait pu imaginer que 80 ans après l'histoire de la Shoah serait à ce point menacé de relativisation, de confusion, de distorsion et de manipulation, avec cette inversion cynique, insupportable, présentant les Juifs d'aujourd'hui comme des nazis génocidaires. Face à ces inquiétudes et à ces menaces, je voudrais réaffirmer l'engagement du mémorial aujourd'hui et demain. Le mémorial de la Shoah offre une sépulture symbolique à ces millions d'Européens, hommes, femmes et enfants, exterminés parce que juifs. Premier centre de documentation européen sur la Shoah, il permet aux chercheurs d'écrire l'histoire afin de toujours mieux transmettre aux générations futures ces heures dramatiques de l'Europe. Nous avons accumulé 50 millions de documents d'archives, nous avons accumulé des photographies, nous avons accumulé des ouvrages, des témoignages, et cette quête de documents se poursuit sans relâche. Ils constitueront demain un rempart contre les tentatives de déformation de l'histoire et un matériau essentiel pour la transmission. À l'heure des fausses informations sur les réseaux sociaux, des pseudo-experts inventent des vérités alternatives, pourtant si primaires qu'ils nourrissent même les théories complotistes. Toutes les preuves qui concourent à établir et rappeler sans relâche des faits de l'histoire sont donc complètement indispensables pour l'avenir. Il y a exactement 20 ans, en 2005, j'inaugurais ici, avec Simone Veil et Jacques Chirac, un mémorial agrandi et rénové, grâce d'ailleurs à la ville de Paris qui nous avait donné un bâtiment complémentaire. En 2005, nous avons alors décidé d'ouvrir notre travail de l'histoire sur les autres génocides dans une approche historique, comparatiste, car la comparaison permet de comprendre les mécanismes communs ainsi que les différences entre chacun des génocides, de comprendre la spécificité de la Shoah tout en montrant que toutes les victimes de ces crimes de masse ont droit au même respect et à la même attention. Depuis cette date, le mémorial est devenu une institution publique, un lieu de connaissance et de culture, mais il est surtout il est devenu une institution de référence en la matière d'éducation, de transmission et de formation, tant pour les élèves que pour les enseignants. Notre travail d'éducation contre l'antisémitisme s'inscrit dans un combat contre tous les racismes. Et notre travail d'enseignement de l'histoire de la Shoah se fait dans un enseignement général de l'histoire
des génocides. À la prétendue concurrence des mémoires, nous opposons la connaissance de l'histoire des génocides. À l'ignorance et aux stéréotypes, nous opposons le savoir et la raison. Dans cette institution, nous tentons de donner un sens aux mots, aujourd'hui instrumentalisés à dessein par certains. Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre confiance et de celle des recteurs. En effet, sous l'égide de votre ministère, le mémorial accueille près de 140 000 élèves, je dis bien 140 000 élèves, chaque année dans les 6 bâtiments, celui de Paris, mais aussi celui de Drancy, d'Orléans, de Pithiviers, de Clermont-Ferrand, du Chambon-sur-Lignon et bientôt Nice, cher Monsieur Estrosi. Nous avons très largement décentralisé notre travail dans toute la France en allant dans les établissements scolaires, en particulier à la rencontre des élèves des zones sensibles qui ne viennent pas au mémorial et qui ne le connaissent pas. Nous y organisons des ateliers hors les murs sur ces préjugés, les stéréotypes, le complotisme et bien d'autres thématiques en s'adossant à l'histoire des autres génocides. Par ailleurs, nous menons toute l'année près de 6 000 sessions de formation pour les enseignants, afin d'aider ces derniers à enseigner et en les renforçant sur les contenus, sur les outils pédagogiques et en préparant à affûter leur argumentaire face aux contestations qui existent dans certaines classes et qu'ils reçoivent très souvent. Il est tragique de voir renaître ce que l'on pensait définitivement exclu de l'histoire à venir, car nous étions habités par la conviction que les leçons du passé constitueraient un garde-fou puissant contre la folie des hommes. L'humanisme reste donc notre réponse et notre humanité est notre rempart. Après tous ces pessimismes, permettez-moi de citer le titre d'un livre d'une rescapée, « L'amour après ». C'est Marceline Loridan qui l'a rentré. C'est un outil formidable d'appel à vivre, à revivre. Je veux retenir son message d'espoir. S'il est possible de renaître, d'aimer à nouveau après l'expérience des camps, il doit être possible de faire triompher les vertus de la tolérance et de respect avant que les conflits nous emportent. L'éducation est l'inlassable combat que nous menons. Nous agirons sans relâche, pas dans l'oubli, pour que cette histoire ne sombre pas dans l'oubli. Il s'agit surtout d'éclairer les générations qui viennent, afin que nul n'ignore à quoi mènent l'intolérance, le racisme et l'antisémitisme, de les aider à s'affranchir de leurs peurs, de nourrir leurs espoirs. L'éducation nous aide à construire un message de paix. Notre commémoration est une contribution à cet effort. Elle doit résonner comme un appel à la vigilance et comme une promesse contre l'oubli. Cette promesse que nous faisons solennellement et publiquement aujourd'hui devant tous les rescapés des camps. Je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le président du mémorial Cher Éric de Rothschild, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo,
Monsieur le recteur de Paris, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers rescapés, témoins, enfants cachés, fils et filles de déportés, de résistants et de justes parmi les nations. Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libérait le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce jour-là, l'espérance reprenait le pas sur le désespoir. L'humanité reprenait ses droits sur la barbarie. Cette date, depuis, est devenue un symbole. Le symbole d'une blessure encore vive, d'une blessure universelle. Comme pour nombre d'entre vous présents aujourd'hui, cette histoire est aussi la mienne. Ce mur des noms, érigé ici, au mémorial de la Shoah, porte le souvenir indélébile des 76 000 Juifs déportés de France parce qu'ils étaient juifs, dont 11 400 enfants. Gravés dans la pierre, leurs souvenirs ne nous quittent pas. Ils nous enseignent que renoncer à la mémoire, c'est renoncer à notre humanité. Mesdames et Messieurs, lors de la Shoah, 6 millions de Juifs furent exterminés par la barbarie nazie. D'autres communautés, d'autres peuples en furent également victimes, comme les Tziganes. Dans ce drame absolu, la France a sa part de responsabilité. Agissant en son nom, Pétain, Laval, Bousquet, Darquier et d'autres ont trahi la République. Le 3 octobre 1940, de sa propre initiative, c'est la France qui a instauré le statut des Juifs, qu'elle a aggravé, durci, rendu plus odieux encore, en apposant la mention juif sur les papiers d'identité. Les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, comme d'autres fois sous l'occupation, c'est bien la police et l'administration française qui ont livré des Juifs aux nazis. Des enfants, des femmes, des hommes ont été arrachés à leur foyer, emprisonnés à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande et à Drancy, avant l'enfer d'Auschwitz. Et je veux répéter ici les mots du président Jacques Chirac, le 16 juillet 1945, « La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. » Mesdames et Messieurs, dans ces ténèbres, il y eut des lueurs d'espoir. Je pense à ces policiers, à ces anonymes qui, au péril de leur vie, ont refusé l'inacceptable, qui ont caché, protégé, sauvé. Je pense aux justes, dont le courage et l'humanité sont un exemple pour nous tous. Le mur des justes, à quelques pas de nous, grave leurs souvenirs pour l'éternité. Aujourd'hui, grâce au travail de vérité, de mémoire et de justice, grâce aux survivants qui témoignèrent, grâce aux historiens qui établirent les faits, nous savons ce que furent ces années de ténèbres. Nous savons l'impardonnable. Mais 80 ans après la tragédie, il est toujours aussi urgent, et peut-être plus urgent que jamais, de rappeler l'histoire. Commémorer, ça n'est pas seulement se souvenir, c'est scruter les mécanismes de la haine passée pour mieux la déceler dans le présent et la conjurer pour l'avenir. Aujourd'hui, l'antisémitisme prolifère. 80 ans après l'horreur nazie, il prend d'autres visages, se drape dans d'autres mots, se dévoile au grand jour sur Internet et partout en France, se déchaîne depuis la barbarie terroriste du 7 octobre. Alors pour le combattre, nous ne devons pas faiblir. Nous devons transmettre inlassablement
avec exigence et rigueur. Nous devons éclairer les consciences sans aucun compromis avec la vérité. Mesdames et messieurs, ces dernières années, plusieurs grands témoins de la Shoah nous ont quittés. Je veux leur rendre hommage pour avoir su mettre des mots sur ce qu'aucun mot ne peut réellement saisir. Les témoins ne sont pas éternels. Et c'est bien le rôle du mémorial de la Shoah, Monsieur le Président, que de perpétuer cette mémoire et cette histoire, notamment en accueillant des centaines d'élèves chaque jour à Paris, mais aussi à Drancy, à Orléans, au Chambon-sur-Lignon, à Clermont-Ferrand, à Pithiviers et bientôt à Nice, cher Christian Estrosi. Et c'est également la mission de l'école que de continuer à faire vivre cette mémoire, celle de la Shoah, et de la transmettre aux générations futures. Je veux dire ici ma confiance aux professeurs des écoles et aux professeurs d'histoire-géographie qui sont aux avant-postes de cette tâche sans cesse recommencée. En France, l'enseignement de la Shoah est obligatoire. Elle est au programme du CM2, de la 3e, de la 1re et de la terminale. Elle fait l'objet d'un concours emblématique, le concours national de la résistance et de la déportation, auquel participent près de 40 000 élèves chaque année. En France, la Shoah doit pouvoir être abordée sans aucune censure, sans aucune restriction, sans aucune contestation, chaque jour. En France, il n'est pas une seule salle de classe où la mémoire de la Shoah ne doit pas être enseignée. Faire vivre cette mémoire, c'est refuser le moindre mot, le moindre geste qui laisserait l'antisémitisme s'installer, s'infiltrer, se répandre. Faire vivre, transmettre et ancrer cette histoire dans les esprits et les consciences fait partie de la mission fondamentale de l'école. L'école doit être ce rempart d'humanité contre l'oubli de l'histoire et la banalisation de la haine. À l'école, comme au sein de nos universités, nous ne laisserons rien passer. Mesdames et messieurs, face à l'épreuve du temps, notre devoir de mémoire et notre devoir d'histoire doivent demeurer inaltérables. Enseigner, c'est prévenir. Transmettre, c'est protéger. Se souvenir, c'est résister. Et je vous le dis comme ancienne Première ministre qui a lutté sans relâche contre la menace terroriste, contre toutes les formes de haine, contre l'antisémitisme. Je vous le dis comme ministre responsable de nos écoles et de nos universités. Je vous le dis comme petite fille et fille de déportés. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui ne doit jamais s'effacer, d'une vigilance qui ne doit jamais faiblir, d'une promesse qui ne doit jamais être trahie. Chaque nom gravé ici nous rappelle que la République, dans ses valeurs les plus fondamentales, repose sur la reconnaissance de toutes les souffrances et sur la défense inlassable de la dignité humaine. Je vous remercie. Lettre de Ernst Hermann Strassvogel, Birkenau, le 6 novembre 1944. À mes très chères femmes et filles, si je vous écris aujourd'hui au grand risque et péril, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que nos jours sont limités. Et si un jour vous recevez cette missive, vous devez me compter parmi les millions de nos frères et sœurs disparus de ce monde. À cette occasion, je dois vous assurer que je m'en vais calmement et peut-être héroïquement, ça dépendra des circonstances,
avec le seul regret que je ne pourrais vous revoir pour un seul instant. Néanmoins, je désire vous exprimer là quelques directives pour vous. Je sais que je n'ai pas laissé grand-chose matériellement pour assurer votre existence, mais après cette guerre que la vie comptera avec une raisonnable volonté et les 10 doigts, chacun pourra vivre largement. À toi, ma chère femme, je te prie de m'excuser si des fois, dans la vie, on avait de petits différends. Maintenant, je vois qu'on ne savait pas comment chérir le temps passé. Ici, je pensais toujours que si par un miracle je sors d'ici, je vais refaire une autre vie. Mais hélas, c'est exclu. Personne ne sort d'ici, tout est fini. Je sais que tu es encore jeune, tu dois te remarier, je te donne carte blanche, je te l'ordonne même, car je ne veux pas vous voir endeuillés. Ne pensez jamais à revenir en Pologne, cette terre maudite pour nous. C'est la terre de France qu'il faut chérir et la nourrir, à moins que les circonstances vous amènent ailleurs, mais jamais en Pologne. Notre transport, qui se composait de 1132 personnes, a quitté Drancy le 2 mars au petit jour, et nous sommes arrivés ici le 4 au crépuscule, dans des wagons à bestiaux, sans eau. En descendant, il y avait déjà plusieurs morts et fous. 100 personnes étaient triées pour descendre dans le camp, parmi lesquels j'étais. Le reste allait au gaz et dans les fours ensuite. Le lendemain, après avoir passé un bain froid et dépourvu de tout ce que nous avons eu avec nous, sauf la ceinture que je garde encore sur moi, raser même la tête, ne parlons pas des moustaches et barbiches, on nous a mis comme par hasard dans le fameux Sonderkommando. Depuis que je suis là, je n'ai jamais cru en la possibilité de revenir. Je savais, comme nous tous, que toute liaison avec l'autre monde est interrompue. C'est un autre monde là. Si vous voulez, c'est l'enfer, mais l'enfer de Dante est immensément ridicule envers le vrai d'ici, et nous sommes comme témoins oculaires, nous ne devons pas survivre. Malgré tout, je garde de temps en temps une petite étincelle d'espérance, peut-être par un miracle quelconque. Moi qui avais déjà tant de chance, un des plus âgés de tous ici, passé par tant d'obstacles, resté 2 de sang, peut-être arrivera-t-il le miracle final. Mais alors j'arrive avant qu'on retrouve cette terre, dans cette terre, cette lettre enterrée. Ma lettre arrive vers la fin, comme mes heures même, et je vous adresse le suprême adieu pour toujours. C'est le dernier salut. Je vous embrasse bien, bien fort pour la dernière fois. Et je vous prie encore une fois de me croire, de croire que je m'en vais allègrement en sachant que vous êtes en vie et que notre ennemi est perdu. Il est même possible que par l'histoire du Sonderkommando, vous apprendrez le jour exact
de ma fin. Je me trouve dans la dernière équipe de 204 personnes. On liquide actuellement le crématorium 2, où je suis avec intensité, et on parle de notre propre liquidation pour le courant de cette semaine. Excusez-moi pour mon texte étourdi comme pour mon français. Si vous saviez dans quelles circonstances j'écris. Qu'ils m'excusent aussi tous mes amis que je ne nomme pas par impossibilité de place et à qui je fais mes derniers adieux en commun en leur disant « Vengez pour vos frères et sœurs innocents tombés sur l'échafaud. » Adieu, ma chère femme et ma Simone chérie, exécutez mes vœux et vivez en paix. Dieu vous garde, 1000 baisers, votre mari et père, Herman. « 80 ans, après le 27 janvier 1945, seule une poignée de rescapés peut encore témoigner de la Shoah. Le mémorial de la Shoah, avec le soutien de l'Académie de Paris, a voulu rendre hommage à 10 survivants et à travers eux, aux millions de disparus. Par-delà le camp, chaque vie brisée ou annihilée a eu un commencement, des joies et des peines, comme chacune et chacun d'entre nous. Chaque vie a d'abord été une vie que leurs bourreaux ont voulu nier, détruire et effacer. Nous avons demandé à chacun et à chacune de ces survivants de choisir une chanson qui symbolisait pour eux la Shoah. Une chanson qui rappelle un moment de leur existence ou qui exprime l'importance de la déportation. Ils vont vous les présenter à tour de rôle. Esther Seno, Léon Palasek, Yvette Lévy, Ginette Kolinka, Robert Wajman, Francine Christophe, Jacques Altman, Evelyne Askolovitch, David Perlmutter. Une dernière chanson avait été choisie par Victor Peraya. Il est malheureusement décédé à l'automne dernier. Et c'est sa fille Sarah qui le fera en sa mémoire. Certains de ces hommes et de ces femmes sont nés en France, d'autres ailleurs sur notre continent. Ils étaient à l'époque des enfants ou de jeunes adultes. Ils vont vous raconter leur histoire et entendront leurs chansons, interprétées par les chorales et les musiciens des établissements scolaires de Paris.
Je m'appelle Esther. Je suis né en janvier 1928 à Kozienice en Pologne. Mes parents, Nuchim et Jeladzik, sont originaires de Pologne. Ils se sont installés en France après ma naissance dans le quartier de Belleville à Paris. Nous étions 7 enfants. Mon frère Marcel est interné au camp de Pithiviers en mai 1941, puis il est déporté en juin 1942 à Auschwitz-Birkenau, où il va mourir dans les semaines qui suivent. Lors de la rafle du Veldiv, j'étais absente. Mes parents et mon frère Achille de 11 ans ont été arrêtés le 17 juillet 1942. Internés à Drancy, ils sont déportés à Auschwitz-Birkenau par le convoi 19 en août 1942. Je sais maintenant qu'ils ont été assassinés à leur arrivée. Quand je suis rentré, la concierge de mon frère m'a recueilli, puis elle a trouvé un passeur pour que j'aille en zone sud où mon frère Maurice se trouvait. Il a décidé en novembre 1942 de gagner l'Espagne pour rejoindre la 2e DB. Je repars à Paris, mais je n'ai retrouvé personne, tout le monde avait été arrêté. J'étais terriblement seul, sans personne pour m'aider. J'ai essayé de me débrouiller, mais j'ai été arrêté le 24 août 1943 et j'ai été envoyé au camp de Drancy. Au bout de quelques jours, j'ai été déporté par le convoi 59 du 2 septembre 1943 pour le camp d'Auschwitz-Birkenau. J'avais 15 ans. Là-bas, j'étais affecté au commando de Pierre, puis au commando extérieur jusqu'au début de janvier 1944. C'était épuisant. Après, j'ai pu rentrer dans un commando moins dur, celui du tissage de tresses pour la marine, je ne sais quoi. J'ai retrouvé ma sœur aînée, Fanny, à Birkenau, qui avait été déportée en février 1943. Elle mourra au camp, mais alors qu'elle s'affaiblissait, elle m'a fait faire la promesse de tout faire pour survivre et de témoigner. On a été évacué d'Auschwitz le 17 janvier 1945. Après la marche de la mort, je me suis retrouvé au camp de Bergen-Belsen pendant 3 semaines, puis au camp de Mauthausen, où j'ai été libéré le 5 mai 1945. À la libération, ce fut très difficile de retrouver une vie normale, et je crois que je ne suis jamais totalement sorti du camp. Pour nous, les déportés, pour moi, la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, c'est une sorte de symbole. Elle est sortie en 1963, à une époque où on ne parlait pas tellement de la Shoah, où la mémoire de la déportation était parfois ressentie comme gênante à l'heure de la réconciliation franco-allemande. Et pourtant, elle va devenir un grand succès et notre mémoire va finir par être enfin reconnue. Tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des noms. Depuis longtemps déjà, leurs dés étaient jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une nom. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Lafitte,
Je suis Léon Plasek. J'avais 10 ans quand j'ai été arrêté avec ma mère, Ida, et mon frère Max, qui avait 2 ans de moins que moi. Je suis né en Meurthe-et-Moselle, à Hussigny-Godebranche. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, nous avons été évacués vers la Gironde. Mon père s'appelait Paul. Il s'est engagé dans l'armée française en 1939. Il a été fait prisonnier au printemps en 1940 et il a été envoyé dans un stalag de prisonniers de guerre à Hanovre. En 1942, ma mère a décidé de venir à Paris, où nous avions une tante qui habitait au 56 rue Pajol dans le 18e arrondissement. Cela va durer plusieurs mois. Nous sommes arrêtés une première fois en 1943, mais grâce au statut de prisonnier de guerre de mon père, nous sommes libérés. En février 1944, nous sommes arrêtés à nouveau et transférés au camp de Drancy. Nous sommes déportés le 2 mai vers le camp de Bergen-Belsen avec d'autres familles de prisonniers de guerre. Là-bas, la vie était dure, car on manquait de tout, mais on avait la chance d'être ensemble, et puis ce n'était pas un camp d'extermination. Il n'y avait pas de chambre à gaz comme à Auschwitz-Birkenau. En avril 1945, nous sommes évacués vers Theresienstadt, dans un train qui s'arrête à Treubitz. Là-bas, nous sommes finalement libérés par les soviétiques. Ma mère était très affaiblie. Nous avons fait de notre mieux avec mon frère pour l'aider. À ce moment-là, je tombe dans le coma pendant 15 jours. J'avais le typhus. À mon réveil, j'apprends que ma mère est décédée. Avec mon frère, nous sommes transférés en zone américaine, puis en zone française. Et nous sommes rapatriés par la Croix-Rouge le 23 juin 1945. On est conduit à Paris, à l'hôtel Lutetia. Je retrouve mon père qui venait d'être libéré et qui nous cherchait éperdument. Mon père était polonais. Il aimait profondément la France. C'était la France des Lumières, celle qui avait donné la citoyenneté aux Juifs en 1791, celle qui avait fini par innocenter Alfred Dreyfus. Un pays où on pouvait travailler et fonder une famille sans être victime de l'antisémitisme. Bien sûr, la réalité était plus compliquée, mais malgré tout, c'est l'image que nous en avions. C'est ce rêve-là que je veux encore avoir pour mes petits-enfants, alors que nous sommes de nouveau confrontés à de sombres menaces. Pour mon père, c'était une évidence de s'engager dans l'armée française. Il voulait être français. Le pays était menacé par les nazis. Alors, il voulait le défendre. Il nous a élevés dans cet amour de la France, et c'est cela aussi que je voudrais transmettre. Quand j'entends la Marseillaise, c'est toute cette histoire qui me revient et qui me submerge d'émotion.
Je m'appelle Yvette Lévy. Je suis née à Paris en 1926. Mes parents, Lazare et Mathilde Dreyfus, étaient originaires d'Alsace. J'ai un frère plus âgé de 2 ans et un frère plus jeune de 2 ans. Notre famille s'était installée à Noisy-le-Sec car mon père travaillait au Grand Moulin de Pantin. Notre ville a été bombardée dans la nuit du 18 au 19 avril 1944 parce qu'il y avait un nœud ferroviaire important. Notre appartement a été détruit et nous sommes allés chez une tante à Paris. Nous étions obligés de demeurer silencieux car juste en dessous, il y avait un bureau de recrutement de la LVF, de la Légion des volontaires français, pour la SS. C'est invivable. Mes 2 frères rejoignent un foyer de l'Union générale des Israélites de France, rue Montevideo, et moi dans celui de la rue Vauquelin. Le 21 juillet 1944, les Allemands viennent arrêter toutes les jeunes filles et les monitrices. Paris sera libéré moins d'1 mois plus tard. Nous restons 10 jours à Drancy avant d'être déportés dans le convoi 77 le 31 juillet 1944. Tous les enfants de la rue Vauquelin seront assassinés. Avec quelques camarades, nous sommes affectés à Birkenau, dans le camp des Tziganes, qui avait été liquidé la veille de notre arrivée. Fin octobre, je suis transféré à Kratzau, dans les Sudètes, et affecté dans une usine d'armement jusqu'à la libération le 9 mai 1945. J'aurai la chance de retrouver à Paris les membres de ma famille. Dès l'enfance, je suis devenue une scout au sein des éclaireurs israélites de France. Nous faisons notre promesse et nous nous engagions à faire de bonnes actions. J'ai essayé toute ma vie d'y être fidèle. Après la rafle du Veldiv en juillet 1942, nous avons été envoyés dans le 11e arrondissement par les éclaireurs pour retrouver les enfants qui avaient été laissés seuls ou cachés après l'arrestation de leurs parents et que les œuvres juives allaient prendre en charge. Au foyer de la rue Vauquelin, j'aidais les monitrices à s'occuper des enfants. Je vais continuer au camp de Drancy et même dans le wagon du convoi qui nous conduit à Birkenau. Le chant du soir, c'est l'hymne des éclaireurs israélites de France. Son auteur, Jean-Maurice Muslak, a écrit ce chant en 1936. Il a été mobilisé en 1939 et il est mort au champ d'honneur en mai 1940. Ce chant, il est rempli de nos valeurs, de nos espoirs et de notre histoire. Depuis sa création et surtout depuis la fin de la Shoah, ce chant a guidé toutes les générations de jeunes scouts juifs et il continue à le faire. Quand la nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière, Seigneur daigne entendre notre voix. Dans le camp tout baigné de silence, éclairé des derniers feux du jour, nous chantons vers le Dieu d'espérance, ce chant du soir qu'a dicté notre amour. Seigneur qui voit le secret de notre âme, emplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Sois béni, Seigneur, roi du monde, qui sur nous versa le sommeil. Donne-nous une paix profonde et garde-nous jusqu'à notre réveil. Quand demain reviendra
nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. C'est Ginette Charkaski, comme s'appelaient mes parents, Léon et Berthe. Mon grand-père paternel venait de Russie, ma mère venait de Roumanie. Je suis né le 4 février 1925 à Paris. Mes parents avaient 7 enfants. En juillet 1942, notre famille est prévenue de l'imminence d'une rafle. Nous fuyions en zone non occupée et nous nous installons à Avignon où nous continuons à vendre sur les marchés. Le 13 mars 1944, des policiers allemands viennent à la maison arrêter les hommes de la famille. Mon père, mon frère Gilbert, de 12 ans, et mon neveu Georges Marcoux, qui avait 14 ans. J'étais rentré pour déjeuner à la maison et je me suis interposé. Ils m'ont arrêté aussi. Nous avons été envoyés à la prison d'Avignon, à la prison des Baumettes à Marseille, puis nous sommes transférés au camp de Drancy. Un mois après notre arrestation, nous sommes déportés tous dans le convoi 71 au camp d'Auschwitz-Birkenau. Je suis la seule à entrer dans le camp avec mon neveu. Nous serons alors séparés et je ne le reverrai plus jamais. Mon père et mon frère ont été directement envoyés vers les chambres à gaz depuis la Judenraum où nous sommes arrivés. Je vais rejoindre le camp des femmes de Birkenau. Dans ma baraque, j'aurai pour amis Simone Jacob, d'ici maintenant Simone Veil, et Marceline Loridan. Ce seront des amitiés pour la vie, même si nous ne venions pas du tout du même monde. Fin octobre 1944, j'ai été évacué au camp de Bergen-Belsen, puis en février 1945 au commando de Ragun, près de Leipzig, où je travaille dans une usine. En avril, les Alliés sont maintenant proches, les nazis nous évacuent à nouveau cette fois vers le camp de Theresienstadt, où j'attrape le typhus. Nous sommes libérés au début du mois de mai 1945. Je vais être rapatrié par les Russes jusqu'à Lyon, puis je rentre à Paris où je retrouve ma mère et 4 de mes sœurs. Je ne sais plus vraiment quand j'ai entendu le chant des marais pour la première fois. C'est devenu l'hymne des déportés. Il a été composé en 1933 par Johanna Esser, Wolfgang Langhoff et Rudi Gogel, 3 opposants allemands aux nazistes qui furent parmi les premiers internés dans les camps de concentration. C'était au camp de Bergermoor et ils étaient communistes comme mon papa. Partout où je vais témoigner, à chaque cérémonie à laquelle je participe, je le chante. C'est plus fort que moi, je ferme les yeux et je suis encore au camp, même 80 ans après. Dans les arbres secs
Je m'appelle Robert Weissman. Je suis né le 8 mai 1930 à Paris. Mon père, Maurice, venait de Pologne et ma mère, Jeannette, vivait à Paris. J'avais un frère, Jacques, qui lui était né en 1934. Nous avons pas mal déménagé pendant la guerre. Nous avons été en Touraine, en Corrèze, puis à Lyon. Avec mes parents, nous avons été arrêtés le 24 mai 1944. Mon frère Jacques était parti chez une voisine et il a échappé à l'arrestation. Avec mon père, nous sommes enfermés à la prison de Montluc. Malheureusement, mon papa est fusillé pour l'exemple début juin après l'évasion d'un détenu. Je suis envoyé au camp de Drancy le 25 juin où je retrouve ma mère et le 30 nous sommes déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Quelques jours après, j'aurai 14 ans. Là-bas, nous sommes séparés. Je suis affecté au camp d'Auschwitz III, Monowitz. On travaillait dehors dans des travaux de construction très durs. J'étais un gamin. En janvier 1945, je suis évacué avec mes camarades vers le camp de Buchenwald et puis après vers celui de Theresienstadt, tout au sud du Reich. Je suis rapatrié en France seulement à la fin du mois de juin 1945 et je vais retrouver ma mère qui a survécu à Auschwitz et puis mon frère Jacques. Avec ma mère, nous avons repris la boutique d'antiquité de papa au puce de Clignancourt. Pour moi, il y a une chanson que j'associe immédiatement au camp. Cela peut surprendre, mais c'est une chanson très gaie, un succès de l'année 43, écrit par Léo Chauliac, Francis Blanche et Charles Trenet, qui l'interprètent aussi à Monowitz dans la baraque le dimanche après-midi. Nous avions un camarade français qui nous la chantait pour entretenir notre morale et pour nous donner du courage. Pour survivre, malgré la violence des nazis et des capots, malgré les sélections, malgré la mort qui rôdait partout, il fallait de la chance, de la solidarité et ne jamais désespérer. Alors cette chanson, c'est un témoignage d'espoir, d'amitié et de fraternité. Ils se
Ma mère était une femme remarquable. Elle fut toujours écoutée par les camarades de camp et toujours nommée chef de baraque, que ce soit à Beaune-la-Rolande ou à Bergen-Belsen. Elle s'appelait Marcel Nordman. Mon père, Robert Christophe, était historien. Je m'appelle Francine. Je suis née le 18 août 1933 à Paris, rue Cardinet, dans le 17e arrondissement. Français et si patriote. Ma mère disait que nous étions des Français de confession israélite. On ne disait pas juif à l'époque, c'était une insulte, puisqu'on pouvait dire un sale juif, alors qu'on ne dit pas un sale israélite. Mon père, lieutenant, est mobilisé en 1939, fait prisonnier de guerre, comme près de 2 millions d'hommes. On l'envoie au camp de Nuremberg, puis d'Edelbach, en Autriche, et enfin à l'Oflag d'Issé, à Lübeck, camp de représailles pour officiers juifs, nobles et quelques personnes comme le fils de Staline, le neveu de Churchill et d'autres. Après la rafle du Veldiv, ma mère décide de passer en zone libre, retrouver mon oncle, ma tante et mes cousines. Malgré les faux papiers et le passeur, nous sommes arrêtés à La Rochefoucauld, petite ville sur la ligne de démarcation. Emprisonnée là, puis à la prison d'Angoulême, au camp de Poitiers, et enfin à Drancy. En tant qu'épouse et fille de prisonniers de guerre, donc protégée par la Convention de Genève, nous allons au camp de Pithiviers, puis à celui de Beaune-la-Rolande. Retour à Drancy pendant 1 an. Enfin, déporté le 2 mai 1944 au camp de Bergen-Belsen, camp de concentration, et non pas Auschwitz, camp d'extermination. Nous formons un groupe français d'environ 200 femmes et 80 enfants. On avait faim, on avait froid, on avait le typhus qui ravageait notre groupe. Quand nous étions à Bergen-Belsen, dans une misère extrême, ma mère me chantait une chanson pour me réconforter. C'était une chanson fétiche de Maurice Chevalier. Dans la vie, faut pas s'en faire. Face à l'évolution de la guerre, les camps sont évacués. Nous partons en train. Notre train va bourlinguer 2 semaines. Il fut même bombardé par les Alliés, l'ayant pris pour un train de troupes. Nous sommes libérés le 23 avril au matin, par des Russes d'origine mongole. Toujours grâce à la Convention de Genève, mon père sait que nous sommes à Bergen-Belsen. Lübeck est libéré par les Anglais, qui prêtent une Jeep à mon père. Il part à Bergen, mais ignore que nous n'y sommes plus. Ils sont 4 camarades de Lübeck qui nous cherchent et nous retrouvent. Trop long d'expliquer le retour, la visite aux personnalités qui les aident. Nous retrouvons Paris à minuit, le 23 juin 1945. Je n'ai pas vu mon père depuis 6 ans. Ma mère, qui a 37 ans à l'époque, rentre malade du typhus. Elle pèse environ 35 kilos. Maigre, maigre, maigre. Le crâne rasé, habillée d'une chemise kaki de mon père. Nous allons au Lutetia comme tous les déportés. Dormez, disaient les infirmières, le docteur passera demain. Au matin, le docteur vient. Maman est au lit, le crâne rasé dans la chemise militaire trop grande. Mais c'est surtout son regard. Il est terrible. On dirait qu'elle a peur. Le docteur dit: « T'en fais pas, mon petit gars, on va te guérir. » Alors, j'entends la belle voix basse de papa. « Docteur, ce petit gars, c'est ma femme. » Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas.
faut pas s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Je suis Jacques Altmann, je suis né en 23 en Allemagne, à Elberfeld. Mes parents, Dina et Zucher, venaient de Pologne et ils se sont rencontrés en Allemagne. L'arrivée d'Hitler au pouvoir les a amenés à quitter ce pays en 1933 et à s'installer en France, à Nancy, puis à Romainville. Ils ouvrirent une boutique de textile. Je les rejoins en 1938 après le programme de la Nuit du Cristal. Mon père s'était engagé volontairement dans l'armée française en 1940. J'étais arrêté une première fois au début de la guerre à la suite d'une bagarre. J'étais boxeur et je ne me suis jamais laissé faire. Je me suis évadé et j'ai dû me réfugier à Sablé dans la Sarthe. Mes parents ont été arrêtés avec mes 4 frères et ils sont déportés à Auschwitz-Birkenau le 3 novembre 1942. Je vais être arrêté à mon tour et transféré au camp de Drancy où je serai affecté dans les annexes d'Austerlitz et de Lévitan. Je suis déporté le 10 février 1944 au camp d'Auschwitz-Birkenau. Là-bas, je rejoins le commando du Canada et le groupe qui travaille sur la rampe pour prendre en charge les affaires des nouveaux arrivants. En octobre 1944, je suis transféré à Ohrdruf, un camp satellite de Buchenwald, où je suis libéré par les Américains en avril 1945. C'est là-bas qu'Eisenhower, Patton et Bradley découvrirent vraiment ce qu'étaient les camps de concentration. Quand je rentre à Paris, je n'ai plus personne. Mes parents et mes frères tous ont été assassinés. Il a fallu que je me débrouille et ça n'a pas été toujours facile. Dans les familles juives de l'Est de l'Europe, la figure de la maman est sacrée. La mère juive avec son grand cœur, son énergie à toute épreuve et qui occupe à tous une chanson à succès a écrite il y a un siècle aux États-Unis et interprétée dans plusieurs langues, j'évoque avec beaucoup de tendresse et de nostalgie, c'est le Yiddish Mame. Ma maman, à moi, elle m'a été enlevée par la Shoah et quand j'avais même pas 20 ans. Et avec elle, tous ceux qui j'aimais. Ich will bei euch a Kaschel fragen, sagt mir Veresken, mit welchem Teil Vermögensmensch Gott allmen. Man kauft es nicht für keine Geld, doch geht man nur umziehst. Und doch als man verliert, das wie viel Tränen man vergisst. A zweite gibt man keinem nicht, es hält nicht kein Gewinn. Wer es hat verloren, der weiß schon, was ich mein.
geschickt von Gott, noch ein altes gnädige Mann. Je m'appelle Evelyne Askolowitz, je suis née le 15 juillet 1938 à Amsterdam et mon nom de jeune fille est Sulzbach. Je suis née aux Pays-Bas où mes parents, Annie et Jacob Sulzbach, s'étaient réfugiés là-bas après avoir quitté l'Allemagne envahie par les nazis. Nous avons été arrêtés le 12 mars 1943 à Amsterdam, puis internés au camp de concentration de Fürth et ensuite à Westerbork. Nous serons déportés le 15 février 1944 au camp de Bergen-Belsen en Allemagne. J'avais 5 ans à cette époque et en vérité, mes rares souvenirs sont éparses, des flashs, des sensations, plus qu'une histoire continue. Je sais, on me l'a dit, que nous serons échangés en janvier 1945 avec près de 300 autres détenus juifs du camp contre des prisonniers de guerre allemands par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Nous serons transférés dans un camp géré par cette organisation et des Anglais à Biberach en Allemagne avant d'être rapatriés le 30 janvier 1946 à Amsterdam. Il y a une chanson qui me ramène à la Shoah. C'est une chanson de l'entrée du Shabbat, le vendredi soir avant le jour de repos et de méditation hebdomadaire. Je me souvenais de ses premières paroles. Je me souvenais que je la chantais dans le noir devant des gens qui pleurent. Rien de plus. J'ai raconté cette histoire dans le livre que j'ai écrit avec mon fils Claude en 2023. Ma fille Myriam a retrouvé sur Internet le titre de la chanson « Hachama Merosh ». En mai 2023, j'ai posté des photos sur Facebook pour marquer le Yom HaAtzmaut, la naissance de l'État d'Israël, et je me suis souvenu que mon père m'avait amené ce 14 mai 1948, le jour de sa proclamation, à un rassemblement organisé par la communauté juive d'Amsterdam pour célébrer l'événement. Mais en vérité, je ne me souviens plus véritablement où je l'ai chanté. Et je ne le saurai jamais. Au bout de 80 ans, les pièces de ma mémoire sont éparses et imparfaites. C'était peut-être une manière de me protéger pour pouvoir vivre. En tout cas, cette chanson, elle a toujours été en moi, elle restera toujours en moi, et elle continue d'ailleurs de vivre puisqu'elle est toujours chantée dans les jardins d'enfants en Israël et dans les écoles juives.
Je m'appelle David Perlmutter, je suis né le 8 avril 1937 à Lodz, une grande ville industrielle à l'ouest de la Pologne. Alors que les Allemands se rapprochent de Lodz, ma famille fuit la ville pour se réfugier dans la maison de mon grand-père à Piotrków. Là, nous avons été contraints d'aller dans le ghetto et de nous cacher pour échapper aux déportations. Le 14 octobre 1942, nous sommes pris. Mes grands-parents, ma mère Inda, ma tante sont envoyés au centre de mise à mort de Treblinka où ils sont assassinés. Avec mon père, ma tante Eva et 2 cousins, nous sommes maintenus dans le ghetto pour travailler dans une verrerie. J'étais très jeune, j'avais 5 ans. Je servais à boire ou travailler avec un autre jeune garçon, Israël Meirlau, qui deviendra le grand rabbin d'Israël. Nous avons été transférés en novembre 1944 dans le ghetto de Częstochowa. Puis le 17 janvier 1945, nous sommes envoyés avec mon père au camp de Buchenwald. Là, nous sommes affectés dans le petit camp, le camp de quarantaine, un véritable mouroir. Grâce aux résistants communistes qui contrôlent l'administration intérieure du camp, j'ai pu rejoindre au bout d'une semaine le bloc 8 où nous sommes protégés. J'arrive parfois en me cachant à aller voir mon père et qui me donne un peu de nourriture. La dernière fois que je l'ai vu, c'est le jour de mon anniversaire, le 8 avril 1945. Il est couché sur une paillasse, trop faible pour se lever. 3 jours plus tard, nous sommes libérés par les Américains dont l'arrivée permet le déclenchement d'une insurrection des détenus. Je retourne tout de suite voir mon père, mais il n'est plus là. Il a été évacué avec des centaines d'autres vers le camp de Theresienstadt le 8 ou le 9 avril. Il va devenir bon jusqu'au 25 avril quand il est assassiné. Il y avait au camp de Buchenwald près de 900 enfants et adolescents juifs qui sont libérés. Je fais partie des 425 qui vont être envoyés à Écouis en France par l'œuvre de secours aux enfants. J'avais 8 ans, je n'avais plus personne. Une nouvelle vie commençait, même si je porte toujours ce passé en moi et que je le porterai jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'étais tout jeune, je me souviens d'une chanson traditionnelle en yiddish, « Oh, ich bin Pripetchik »,
qui raconte l'apprentissage de l'hébreu par un groupe d'élèves sous la conduite d'un rabbin. Il y a un passage qui dit beaucoup de notre histoire avant même la Shoah. Quand les enfants, vous serez plus vieux, vous comprendrez vous-même combien de larmes se trouvent dans ces lettres et combien de pleurs. Pendant que les enfants, vous subirez l'exil, vous serez épuisés, tirés de la force de ces lettres. Schick, brennt das Feuer, wo die Stube ist heiß. Und der Rebellen, kleine Kinder, gehen alle Bläs. Und der Rebellen, kleine Kinder, gehen alle Kinderler, gleiche Teieren, wo sie lehren durch. Solche noch einmal und Tage noch einmal, kommen alle froh. Solche noch einmal und Tage noch einmal, kommen alle froh. Kinder, älter wären, wird ihr Leben verstehen, wie viel in die euch missliegen Tränen und wie viel Gebet, wie viel in die euch missliegen Tränen und wie viel Gebet. Kinderler, welche Teieren, wo sie lehren durch. Solche noch einmal und Tage noch einmal, kommen alle froh. Solche noch einmal und Tage noch einmal, kommen alle froh.
C'est mon papa qui aurait dû dire ces quelques mots. Je m'appelle Sarah, je suis la fille de Victor Peraya. Mon père nous a quittés il y a 4 mois bientôt, le 29 septembre 2024. Il avait 91 ans. Il aurait dû nous raconter son histoire, mais je tenais à vous la raconter moi-même parce que c'est cela aussi la transmission. Mon père Victor est né le 4 avril 1933 à Paris. Ses parents, Robert Kalev et Jeanne, d'origine turque, étaient marchands forains. Il avait un frère aîné, Albert. La famille s'était installée avant-guerre à Saint-Nazaire. Robert s'est engagé volontairement dans l'armée française. Il a été fait prisonnier en 1940, puis libéré 1 an plus tard. Il est assigné à résidence avec les siens. En juillet 1942, il y a eu de nombreuses rafles dans toute la zone nord. Mon papa, âgé de 9 ans, et ses parents sont arrêtés le 15 juillet 1942 chez eux à Saint-Nazaire et sont transférés au grand séminaire à Angers. Le 20 juillet, mon grand-père Robert est déporté au camp d'Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 8 parti directement d'Angers. Il n'est jamais revenu. Victor et ma grand-mère sont, eux, internés au camp de la Lande avant d'être envoyés au camp de Drancy en septembre 1942. Grâce au conseil d'un parent bien renseigné qu'elle retrouve à Drancy, ma grand-mère Jeanne réussit à se faire passer pour une épouse de prisonnier de guerre français. Ils échappent ainsi à la déportation au camp d'Auschwitz, prévue le lendemain de leur arrivée à Drancy, mais ils seront déportés le 2 mai 1944 au camp de concentration de Bergen-Belsen par le convoi numéro 80. Jeanne et Victor seront évacués en train vers le camp de Theresienstadt et seront libérés à Trobitz le 23 avril 1945. Au retour, la santé de Victor est très dégradée. Il a contracté le typhus et la tuberculose. Il est hospitalisé jusqu'en septembre, puis dans un sanatorium pendant 2 ans. Il retrouve son frère, caché à Paris chez ses grands-parents maternels, dont l'époux avait été déporté le 31 juillet 1944 par le convoi 77 et assassiné. Mon père avait choisi la chanson de Jean Ferrat, « C'est beau la vie ». Elle n'a pas de lien direct avec la Shoah. Et pourtant, elle célèbre la vie, ses petites et ses grandes joies, ses victoires de tous les jours. Mon papa a toujours été un homme optimiste. Après tout ce qu'il a vécu, la perte de son père, sa déportation, il aurait pu sombrer. Il a réussi à garder confiance en l'avenir et dans les hommes. Il a donné cette incroyable leçon à ses enfants et à ses petits-enfants. Cette chanson, c'est comme un rayon de soleil qui vient illuminer nos cœurs et nos âmes malgré toutes les tragédies. Ce que mon père voulait vous dire, à vous tout particulièrement, les jeunes générations, c'est de ne jamais perdre espoir. Sachez aimer ce qu'il y a de plus beau autour de vous, par-delà la noirceur qui nous entoure parfois. Oui, célébrons la vie. C'est et ce sera toujours notre force. Le soleil à l'horizon.
Cet hommage a été conçu par le Mémorial de la Shoah avec le soutien de l'Académie de Paris. Il a été interprété par la chorale du collège Gustave Flaubert avec leur professeur Anne-Marie Joigny, la chorale du collège Claude Monet avec leur professeur Marie Lehmann, la chorale du collège Janson de Sailly avec leur professeur Véronique Jean, la chorale du lycée Jean de La Fontaine avec leur professeur Patrick Choukroun et une formation instrumentale du lycée Jean Racine conduite par leur professeur Jérémy Dirat. Les photographies du camp d'Auschwitz-Birkenau sont l'œuvre d'Olivier Mériel et les portraits contemporains des survivants de Nissim Selam. Il n'est pas aisé de conclure notre hommage parce qu'en vérité, il est sans fin. Cette journée de commémoration achevée, l'actualité passera sans doute à autre chose. La vie se poursuivra, comme elle s'est poursuivie après 1945. Mais ayez confiance, vos voix ont été entendues. Ensemble, malgré toutes les tragédies qui assaillent l'humanité, nous serons les gardiens de la mémoire de la Shoah, pour que l'oubli, l'ignorance et la haine ne puissent un jour à nouveau triompher. Esther, Léon, Yvette, Ginette, Robert, Francine, Jacques, Evelyne, David, Victor et tous les autres, vous êtes devenus aujourd'hui éternels. Voilà, moi je voudrais vous remercier au nom du mémorial parce que je sais que derrière cette commémoration, il y a des semaines, des mois de travail et je voudrais vous remercier, vous les élèves et tous les enseignants qui vous ont encadré, le rectorat, l'Académie de Paris. Vraiment un grand merci parce que vous nous avez offert une cérémonie différente, pleine de force et pleine d'espoir. Pour tout ça, vraiment un grand merci. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons réciter les prières d'usage. Donc je dis bien pour ceux qui le souhaitent. Et je vais appeler le grand rabbin Olivier Kaufmann à monter sur la tribune. Donc on laisse à tout le monde le temps de s'installer. On va laisser les élèves partir. במרומים המציא מנוחו נכונו תחת כנפי השכינה במעלות אוי קדושים הטהורים אוי קדושים הטהורים כזוהר כי המזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות ההשמדה
באושוויץ בירקנו, חלבנו, בלזק, סוביבור, מיידנק, טרבלינקה, כולם, אוי קדושים וטהורים שנפלו על קידוש השם, על ידי הנאצים, הגרמנים, האכזרים, הצוררים, יימח שמם וזכרם. אוי בגן עדן, אוי בגן עדן, תאמנו חסום, לכן בעל הרחמים, יסתירם בססר כנפיו לעולמים. אוי ויצרו, אוי ויצרו, אוי ויצרו, ביצרו רחויים, אוי ויצרו, ביצרו רחויים, את נשמו סום, אדוני ונחל הסום, וינוחו על משכבם בשלום ונאמר Amen. Éternel, toi qui tiens entre tes mains le souffle de tout mortel, nous venons rappeler devant toi le souvenir de nos frères et sœurs, tous saints et purs, qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés, assassinés, brûlés parce que juifs pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants. Par cette prière exprimée par chacun d'entre nous toutes et tous, pour le rappel de leur nom, recouvre-les de tes ailes à jamais. Que leurs âmes soient protégées dans le faisceau de vie éternelle. Que l'Éternel soit leur héritage. Que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais. Et que leur mérite se pose en permanence sur chacun d'entre nous toutes et tous, nos enfants, nos petits-enfants, de génération en génération, sur le peuple d'Israël, en terre d'Israël et en diaspora, et sur l'humanité tout entière. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant. Et nous disons Amen. Nous allons ensemble faire le Kaddish qui n'est pas la prière des morts, mais qui est une sanctification de la vie. Parce que nous continuerons d'espérer en l'humanité. Nous continuerons d'espérer dans un monde meilleur que nous construirons ensemble. Yisgadal veyiskadash sheme rabo. Be'olmo divro chiruse veyamlich malchuse. Bechayechon uvyomechon. ובחיי דכל בית ישראל, בעגלו ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמה רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסבורך וישתבר ויספהר ויסחומם ויסנסה ויסדר ויסלה ויסולל שמה דקודשו בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו. תושבחוסו ונחמוסו דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמאיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומוב הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו
Amen. Merci au grand rabbin Olivier Kaufmann. Je voudrais vous remercier à toutes et tous d'avoir assisté à cette cérémonie, d'être resté aussi longtemps, mais c'était un pari d'une commémoration différente. Merci d'avoir eu cette patience pour les jeunes qui ont fait ce travail. La cérémonie est terminée, mais le travail continue. Merci.